Bienvenue au troisième et dernier épisode d'Espoir au Guatemala. Aujourd'hui, on rencontre Mme Suzanne Lehou qui nous parle de ses voyages au Guatemala. Notre chroniqueur Antoine Côté-Gagné nous présente son reportage. On concocte un dessert typique du Guatemala dans notre chronique culinaire. Et nous rencontrons deux étudiantes qui ont participé au stage de citoyenneté responsable. Bonne émission! Saviez-vous qu'entre mai et novembre, des pluies torrentielles tombent sur le Guatemala, créant des situations parfois dangereuses? Vous aimeriez faire un don pour la cause? Voici les étapes à suivre. Vous pouvez envoyer un chèque au nom de l'École secondaire des Grandes Marées à l'attention de Sudden Entraide. Vous pouvez être sûr et certain que l'argent va aller directement à l'organisme. De plus, une lettre vous sera envoyée à la maison afin d'assurer un suivi. Donnez généreusement! Aujourd'hui, c'est notre dernière entrevue avec Mme Suzanne Lehou, la fondatrice de Sudden Entraide. L'entrevue va toujours se faire par Skype. Donc, bonjour. Bonjour les filles, ça va bien? Oui! Ah, tant mieux. Et vous? Oui, ça va très très bien. À notre première rencontre, vous nous avez parlé que c'est après un voyage au Guatemala que vous avez décidé de fonder l'organisme Sudden Entraide. Moi, j'aimerais savoir combien de fois vous y êtes retourné après. Je suis à terminer ma 10e année que je vais au Guatemala. Alors, j'y vais chaque année. Alors, en janvier 2015, ça va faire 10 ans. J'aurai accompli 10 ans. Comment préparez-vous vos voyages? De préparer les voyages. J'achète mon billet environ 4-5 mois avant pour payer le moins cher possible. C'est toujours question de sous. Et je vous dirais, préparer les voyages, c'est que moi, dans mes semaines que je suis au Québec, c'est toujours de travailler pour Sudden pour trouver des dons monétaires, faire différentes choses pour les conteneurs. Alors, j'ai pas vraiment de préparation, là. C'est sûr qu'avec Mireya, notre responsable, chaque semaine, on a une entrevue par Skype et on parle de qu'est-ce qui se passe là-bas et tout. Mais j'ai pas de préparation spéciale. J'ai toujours hâte. Qu'est-ce que vous faites arrivé au Guatemala? Qu'est-ce que je fais là-bas? En arrivant, c'est sûr que je vais saluer ma gang d'employés au Guatemala. Ça, c'est toujours la première chose que je fais. Et après ça, j'ai des familles on a demeuré là avant, qui sont comme mon frère et ma soeur. Alors, c'est eux que je vais visiter toujours en premier. Décrivez-nous une journée typique. Alors, une journée typique. Un exemple, une journée parce que le comptoir d'entraide, c'est sur 5 jours, le travail pour les employés. Alors, un exemple, si le comptoir d'entraide n'est pas ouvert, il s'est ouvert deux jours semaine, alors à ce moment-là, moi, j'ai plus des réunions avec Mireya. Et ce que je fais, à ce moment-là, je visite les projets qu'on est venu en aide. Je fais le suivi, voir que si tout va bien et tout, même si Mireya le fait constamment. Alors, je vais voir les gens sont super contents de me revoir. Je vais toujours voir les enfants handicapés de la clinique Fondabienne. Je vais dans le centre de santé pour aussi voir comment ça va, les visites. Après ça, une autre journée, je peux aller voir les garderies, parce qu'on vient en aide à 2 garderies maintenant. Après ça, les écoles primaires, les petits-enfants. Ça aussi, ça fait partie des tâches que je fais là-bas. Et quand le comptoir d'entraide est ouvert, j'aime ça être là parce que je peux voir les enfants, les mamans qui viennent se procurer des biens matériels et ça m'enchante. J'adore ça. C'est pas mal tout ce que je fais là. Des rencontres avec les étudiants aussi qui sont boursiers et leur famille et ça aussi c'est très important. Je tiens toujours à rencontrer les jeunes qu'on donne la bourse d'études. Je voudrais savoir, moi, quels objets apportez-vous au Guatemala? Je vous dirais que j'amène toujours 2 valises. La deuxième, maintenant, je suis obligée de payer, ça me tente un peu. Mais je vous dirais que c'est tous des articles pour le Guatemala. Surtout, j'amène, un exemple, il y a des grands-mamans qui me font des petits bas, des petites pantoufles de bébé, des petits capuchons. Ça, je mets ça dans mes valises pour être sûr que c'est arrivé là-bas et que j'ai pas à le chercher à travers le compteur. Et moi, tout simplement, je pars avec le linge que j'ai sur le dos, une rechange et j'ai toujours le même linge là-bas qui m'attend. Alors, j'amène pas grand-chose personnellement. C'est toujours pour le projet. Combien de fois y allez-vous par année?
J'y vais, depuis 5 ans, j'y vais 2 fois par année. J'y vais en novembre. Pourquoi novembre? Parce que l'école est terminée là-bas, parce qu'eux vont à l'école de mi-janvier à fin octobre. Donc, je peux rencontrer les boursiers et voir comment ça a été aussi leur année et aussi voir un peu pour le suivi pour l'année suivante. Ensuite, c'est aussi la période où c'est pour la préparation pour Noël. Alors, Noël aussi, là-bas, c'est sûr que c'est pas fêté comme nous. C'est sûr là, que c'est seulement que les gens plus riches. Mais ça, j'aime ça être là parce qu'il y a comme la fébrilité aussi des donations. Parce que c'est la période où on donne le plus, qu'on va dans les montagnes. Aussi, des toutous, comme je disais, cette année, on a donné plus de 4000 toutous. Ça fait qu'avec d'autres choses, mais tu sais, et même là-bas, ils appellent ça des peluches, une peluche en fait, et c'est même devenu une motivation pour que des jeunes enfants dans un village très pauvre viennent suivre des cours d'été. À la fin, leur récompense était d'avoir chacun un toutou. Alors, c'est vraiment une belle période. Et j'aimerais ça un jour, je fais des forces avec Denis, qui est mon conjoint, l'habiller en Père Noël, puis que là, tu sais, on visite, là, on visite les enfants. Fait que c'est bien le fun. J'aime beaucoup, beaucoup cette période-là. Après ça, on y retourne, souvent c'est février-mars. On a déjà fait plus que ça. Présentement, mon conjoint était malade, donc on a pu moins y aller, j'ai pu moins me rendre, moins longtemps, mais on a déjà été jusqu'à 4-5 mois. Si ce n'était que moi, je serais là 6 mois par an. Combien de temps vous restez là-bas? C'est comme je vous disais, environ 3 mois total maintenant. Mais c'est vraiment, moi, j'aime aller là. Mais je dois aussi, ce qui arrive aussi maintenant, c'est que le fait qu'on est rendu à envoyer 4 conteneurs par année, c'est beaucoup de travail au Québec de coordination pour les dons matériels et tout. Et de plus en plus, je ramasse de plus de sous pour les études. Alors, c'est sûr que je dois revenir pour faire cette partie de travail-là. Et c'est environ 3 mois, je vous dirais, 3 mois et demi, là, présentement, là, que nous sommes là. Dans tous vos voyages, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Moi, je vous dirais que c'est toujours la première fois qu'on y va que c'est impressionnant, hein, parce que... et ce qui m'a marqué le plus quand c'est la première année, c'est de voir... Et ensuite, la deuxième année, je suis allée 3 mois. Alors, c'est de voir comment ces gens, avec si peu de matériel, peuvent être heureux. Tu rencontres les gens là-bas, ça sourit tout le temps, ça dit toujours bonjour. Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile quand je reviens ici, parce que je trouve tellement qu'ici, on ne se donne pas cette belle énergie-là d'un beau sourire quand on se rencontre. Et surtout la résilience de ce peuple-là. Parce que ce peuple-là a vécu 36 ans de guerre civile et c'est surtout, ça s'est fait la guerre surtout pour éliminer le plus possible d'Autochtones mayas. Heureusement, ils n'ont pas réussi parce que c'est quand même encore 50% de la population. Mais la résilience de ces gens-là là, qui gardent, même avec tout ce qu'ils ont, la difficulté qu'ils ont vécu et qui vivent encore, parce que, vous savez, c'est une lutte constante pour nourrir tes enfants, là. Alors, moi, c'est ce qui me marque le plus. Et je vous dirais que quand j'étais là aussi, la première fois que je suis allée, c'est que je suis revenue au Québec et j'ai laissé là-bas mon insécurité financière. C'est ce qui a fait que j'ai arrêté d'être sur payroll à 47 ans et j'ai décidé que je suis bénévole, que j'ai décidé que je vivais avec ce que j'avais. Alors, c'est ça qui a été le plus marquant, ça a été ma première année. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait visiter le Guatemala pour la première fois? Moi, c'est sûr que je rencontre plein de monde, puis les gens disent « Ah, mais Suzanne, c'est dangereux le Guatemala », mais c'est sûr, ils s'en vont lire qu'est-ce qui est inscrit sur le gouvernement canadien, puis c'est dangereux et tout et tout. C'est sûr qu'il y a la pauvreté d'un pays pauvre, la pauvreté engendre souvent, malheureusement, la criminalité. Et c'est un pays aussi, comme beaucoup de pays dans ces régions-là, que la drogue est très présente, donc c'est sûr qu'il y a ça aussi. Mais dans la partie où moi je suis, au lac Atitlán, qui est 95% des gens autochtones mayas, c'est des gens d'une noblesse et c'est pas dangereux, là. C'est sûr qu'écoute, à 6 heures le soir, 7 heures, je suis à la maison. Si je sors, je ne reviendrai pas à 2 heures du matin d'un bar, là. Faut pas jouer avec le feu, comme on dit, là.
Mais moi, non, je me sens jamais. Il faut faire attention, c'est sûr, quand on manipule de l'argent. Mais moi, et pour visiter, le peuple le peuple, c'est des gens à voir. Et aussi, le pays, il y a vraiment de belles places. Et pour moi, c'est sûr, la plus belle place, c'est le lac Atitlane, parce que c'est là aussi qu'on œuvre. Mais c'est un beau pays aussi à visiter. Parce que les pyramides aussi à Tikal, que c'est vraiment, là, qui sont dédiées aux jaguars, là, c'est vraiment très, très beau à visiter. Rappelez-nous comment on peut donner pour la cause. OK. Alors, pour la cause, comme je vous disais, pour les dons, les dons matériels, tout ce qui est usagé, je vous dirais que j'en ai amplement. Je dois presque chaque jour dire non merci. Mais s'il y en a qui ont des boutiques, des magasins où vous avez des vêtements de bébés, d'enfants, d'adolescents à donner, même adultes, quand c'est neuf, regarde, c'est super. Mais ça, de chaussures, de la vaisselle, ça, c'est vraiment... Alors que les gens me contactent par téléphone ou par courriel. Alors, par courriel, je pense qu'on l'a déjà donné, là, c'est sulou@saintpetitco.ca. Et mon téléphone cellulaire, c'est le 418-571-5214. Mais à la maison, c'est 418-849-4073. Pour au niveau argent, c'est, comme je vous disais, c'est sûr qu'on est vraiment à ce niveau-là. On a développé beaucoup de partenariats pour les dons matériels usagés. Mais les sous, j'en ai besoin pour l'envoi des conteneurs, j'en ai besoin pour l'étude. Si vous me dites, moi, je veux participer au fonds d'études, ça va aller au fonds d'études. Et je peux vous dire qu'il y a 100% de l'argent, quand c'est pour les études, qui s'en vont au Guatemala. J'ai le partenariat avec le RECEM, qui, eux, c'est normal, il faut qu'ils se gardent un 6%, parce que c'est eux qui font la comptabilité de tout ça. Mais moi, personnellement, je comble ce 6%-là. Et je m'organise pour que 100% soit donné là-bas au niveau des études. Alors, c'est sûr que c'est par chèque. Ou si les gens veulent déposer directement, vous me contactez et je vous donnerai les coordonnées. Et le chèque, vous le faites, quand c'est les organismes ou des compagnies, vous le faites au nom de Suden Entraide. Ici, c'est un don personnel pour avoir reçu de charité numéroté. Alors, vous le faites au nom de RESEM, qui est RESM, qui est Réseau Entraide Solidarité Monde. C'est un organisme avec qui on a un partenariat depuis plus de 6 ou 7 ans. Un petit organisme qui est basé à Montréal, qui sont extraordinaires. Les gens qui sont là, on est devenus très, très amis. Et alors, eux, à ce moment-là, vous marquez sur votre chèque projet Suden Entraide. Mais de toute façon, tous les dons vont arriver chez nous, à mon adresse qui est le 426 Boulevard du Lac, Québec, G2M 0C9. Avec ça, et je vous garantis que tout le monde, vous allez avoir un suivi. Ceux qui donnent pour les études, j'ai un groupe pour ça. Et une fois par année, vous recevez les étudiants que vous allez aider. Parce qu'on ne fait pas, nous autres, directement un étudiant avec un parent, si on veut. Parce que d'un, c'est beaucoup de travail, ça. Et de deux, c'est que si la personne arrête d'aider cet enfant-là, ben, l'enfant tombe, comme on dit, le bec à l'eau parce qu'il n'y a plus personne. Donc, on fait vraiment un fonds. Et à ce moment-là, les gens sont... Et vous avez un suivi. Et moi, je tiens à vous remercier beaucoup, 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 les jeunes de l'AB. Écoutez, moi, c'est la première fois que je fais un projet avec des jeunes au niveau de faire un événement de financement pour des bourses d'études. Chapeau. Je suis très, très heureuse de commencer ça avec vous. Et comme je vous disais, hors zone, c'est que vous allez avoir un suivi longtemps du projet que vous avez commencé. Alors, je suis très, très, très contente. Bon, ben merci beaucoup, hein, vous aussi. Donc, c'était la dernière entrevue avec vous. Donc, je vous dis au revoir. Je tiens quand même à une personne qu'il faut que je remercie de tout cœur, qui est super importante, c'est Caroline Tremblay, qui est votre responsable du comité de la citoyenneté responsable. Caroline travaille avec moi depuis 5 ans. Vous êtes la polyvalente qui travaille depuis plus longtemps avec moi et c'est toujours une grande réussite. Et Caroline, je te remercie et je t'aime et on a une belle continuité ensemble. Alors, merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine. Bye! Bye! Saviez-vous qu'en 2005, il y avait plus de 4 millions de cellulaires au Guatemala? Vous aimeriez faire un don pour la cause? Voici les étapes à suivre.
Vous pouvez envoyer un chèque au nom de l'École secondaire des Grandes Marées à l'attention de Sudden Entraide. Vous pouvez être sûr et certain que l'argent va aller directement à l'organisme. De plus, une lettre vous sera envoyée à la maison afin d'assurer un suivi. Donnez généreusement! Bonjour, nous sommes avec deux étudiantes en citoyenneté responsable, Frédéric Bolduc et Ève-Marie Fortier, qui ont participé au stage en février. Comment allez-vous? Ça va bien. Très bien, merci. Donc, moi, je vais commencer avec la première question. Pourquoi vous avez décidé au départ d'aller dans le programme Citoyenneté responsable? Ben, au départ, c'était pour faire le stage, évidemment. Puis aussi, on apprend beaucoup de choses en faisant citoyenneté responsable. Ouais, ben moi aussi, c'était pour les mêmes raisons. Là. C'était vraiment pour le stage, parce que le stage m'intéressait vraiment. Votre stage, il s'est déroulé où? En Équateur, mais dans des villes différentes. Ben, lesquelles? Bon. Ben moi, dans le fond, j'étais dans un petit village assez haut en altitude qui s'appelait Juan de Velasco. Puis moi, j'étais à Guano, puis c'était plus bas en altitude, fait qu'il faisait plus chaud qu'à Juan de Velasco. Une journée typique dans vos deux villages, ça ressemble à quoi? Ben moi, dans le fond, je me levais vers 7h, on déjeunait à 7h30, puis là, on pouvait lire nos livres, écrire un peu dans notre petit journal, puis on allait travailler vers 9h, puis on revenait dans nos maisons pour dîner vers 1h, puis on repartait travailler vers 3h. Puis on soupait à 6h, puis on se couchait vers 8h s'il n'y avait pas d'activité le soir, parce qu'à un moment donné, on était tannés de parler espagnol, puis de se casser la tête pour comprendre, puis pour s'exprimer. Fait qu'on allait se coucher, on relaxait, on parlait en français avec notre colocataire. Puis c'est ça, c'était ça un peu la journée. C'était pas mal la même affaire dans les deux villages. Ça se ressemblait beaucoup. Ben, qu'est-ce que vous avez mangé là-bas? Ça devait être différent. Ben, les repas typiques, ben, c'était surtout genre du riz, des patates, beaucoup de soupe. Il y a vraiment beaucoup de soupe avec de la coriandre. Puis ben, nous autres, dans notre village, on a goûté un plat typique là-bas, c'est le cochon d'Inde. Ouais, donc on a mangé ça. Ouais, moi j'ai pas mangé de cochon d'Inde, mais par contre, on avait les plats typiques comme riz, poulet, patates, des soupes. Puis on avait des soupes avec du popcorn dedans, ça c'était quand même spécial, mais c'était vraiment bon, puis c'est ça. Puis où est-ce que vous avez dormi? Ben, on dormait dans des familles pendant 12 jours, puis c'est ça, dans des familles. Ouais. Sinon, les autres jours, on était dans des hôtels, mais la majorité du temps, on était en famille là-bas. Ben, justement, c'était comment la vie dans vos familles? C'était, ben moi, en ce qui me concerne, j'avais vraiment une très bonne famille. Ils faisaient attention sur l'espagnol, ils nous mettaient à l'aise. Comme moi, je parlais avec eux autres pendant les heures de repas, puis on avait tout le temps des sujets de conversation, puis ils faisaient attention à leurs mots puis à leur vitesse, parce que c'est dur de comprendre l'espagnol quand on a eu juste quelques petits cours. Mais c'est ça, moi, j'ai adoré mon expérience en famille. Oui, c'était vraiment le fun. C'est sûr que des fois, c'était assez dur de se comprendre, parce que, tu sais, on parle vraiment pas la même langue, puis moi, j'avais quand même de la difficulté en espagnol. Mais, tu sais, malgré tout, on réussissait à se comprendre, puis on a créé des liens, puis c'était vraiment le fun. Rapidement, comment vous décriveriez votre stage? Notre stage. Ben moi, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ce stage-là. Je me suis développé des nouvelles valeurs que j'avais pas avant de partir. Puis j'ai vraiment adoré ça. J'ai connu une nouvelle culture, j'ai connu plein de gens extraordinaires que j'oublierai pas. Puis c'est ça. Mais le stage, c'est vraiment une expérience inoubliable. C'est fou d'avoir vécu ça. C'était vraiment trippant. Ben, est-ce que le stage, ça a changé votre vision du monde? Oui, parce que les cultures sont tellement différentes. On comprend que, par exemple, à un moment donné, moi, j'étais allée dans une garderie. Puis les enfants, ils s'amusaient avec tellement rien, puis ils étaient heureux de même. Puis nous autres, il y a des enfants dans les garderies qui ont tout, puis ils cherchent quoi faire. Là. Fait que moi, ça a changé ma vision là-dessus. T'sais, on a fait le saut, puis c'était beau à voir. Ouais. Puis aussi beaucoup plus profiter des gens. T'sais, nous autres, on est souvent sur nos cellulaires, mais tu sais, là-bas, eux autres, ils n'ont pas ça, puis ils profitent, ils sont entre eux autres, puis ils ont du plaisir ensemble. Puis ça, c'était vraiment le fun aussi, là. Finalement, est-ce que vous seriez prête à revivre cette expérience-là? Moi, c'est clair que oui. Moi, j'ai même l'intention de retourner en Équateur pour revoir ma famille puis nos partenaires qu'on avait là-bas, c'est évident. Oui, c'est sûr que j'aimerais ça visiter plein d'autres pays puis faire des expériences comme ça. C'est vraiment une belle expérience. Ben, merci beaucoup. C'était très intéressant. Bonne journée à vous. Merci. Saviez-vous que seulement 4 livres ont été retrouvés de l'ère Maya? Le reste aurait été brûlé lors des nombreuses invasions. Vous aimeriez faire un don pour la cause? Voici les étapes à suivre. Vous pouvez envoyer un chèque au nom de l'École secondaire des Grandes Marées à l'attention de Sudden Entraide. Vous pouvez être sûr et certain que l'argent va aller directement à l'organisme.
De plus, une lettre vous sera envoyée à la maison afin d'assurer un suivi. Donnez généreusement! On poursuit avec notre chroniqueur Antoine Côté-Gagné. Ça va bien? Oui, et vous? Oui! Oui, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous présenter la situation socio-économique au Guatemala. Parfait, on t'écoute! La monnaie du Guatemala est appelée le quetzal. Un dollar canadien équivaut à environ 7 quetzals. Le quetzal a été introduit en 1925 en remplacement du peso. Jusqu'en 1979, il était indexé sur le dollar américain. Les pièces en circulation sont de 1, 5, 10, 25, 50 centavos et 1 quetzal. Et les billets en circulation sont de 50 centavos et 1, 5, 10, 20, 50, 100 et 200 quetzals. L'économie guatémaltèque, qui avait été, avec le Panama, le seul pays à avoir évité une récession en 2009, montre depuis 2011 des indicateurs économiques traduisant une bonne stabilité macroéconomique et financière. La reprise des échanges internationaux et les mesures adoptées par le gouvernement ont permis à l'économie nationale de croître régulièrement. Elle est passée de 3,1 % en 2012 à 3,3 % en 2013. Le Guatemala dépend fortement de la croissance américaine car ses relations commerciales sont étroites avec ce pays. Le Guatemala a beaucoup amélioré le climat des affaires ces dernières années. Sur le plan social, le Guatemala fait face à une situation difficile. Plus de la moitié de la population, environ 55 % en 2013, vit sous le seuil de la pauvreté. Le pays détient l'un des taux de malnutrition les plus élevés au monde et il existe de fortes inégalités de revenus. L'économie guatémaltèque repose principalement sur l'agriculture qui occupe la moitié de la population active. Elle représente le quart du PIB et constitue les 2/3 des exportations totales. La culture du café, des bananes et de la canne à sucre sont des activités détenues par les grandes entreprises multinationales. En parallèle, de petites propriétés, moins lucratives, s'emploient à la culture du maïs, des haricots et du riz. La balance agricole du pays est excédentaire, bien que seuls 17 % de la superficie du pays soit utilisée. À noter que 70 % des territoires cultivables sont détenus par 2 % de la population et que 80 % des fermiers ne totalisent que 10 % des terres agricoles. Le secteur industriel se développe et se diversifie par la production de textiles, de papier et de produits pharmaceutiques. Les biens manufacturés et la construction représentent 20 % du PIB. Depuis peu, le pays produit du pétrole et la production hydroélectrique couvre 90 % des besoins. Quelques minerais sont faiblement exploités. L'artisanat amérindien reste très vivace, lainage, bois et cuir. Le tourisme archéologique et ethnologique se développe. C'était ce qui résume la situation socio-économique du Guatemala. Saviez-vous que Rigoberta Menchú, autochtone guatémaltèque, est la première femme de ce pays à recevoir un prix Nobel de la paix en 1992 pour le travail qu'elle a accompli auprès des peuples autochtones? Vous aimeriez faire un don pour la cause? Voici les étapes à suivre. Vous pouvez envoyer un chèque au nom de l'École secondaire des Grandes Marées à l'attention de Sudden Entraide. Vous pouvez être sûr et certain que l'argent va aller directement à l'organisme. De plus, une lettre vous sera envoyée à la maison afin d'assurer un suivi. Donnez généreusement! On est maintenant rendu à la chronique culinaire avec Madame Caroline Tremblay. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer un pudding au riz rapide servi avec de la mangue. Donc, on va commencer tout de suite. Vous avez les ingrédients devant vous. Donc, on a une tasse de riz déjà cuit. On a un peu moins qu'un quart de tasse de sucre, 2 cuillerées à soupe de fécule de maïs, 2 tasses de lait, une mangue coupée en dés avec un petit peu de vanille. Donc, on va commencer à préparer la recette. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Vous allez voir, c'est vraiment compliqué. On ajoute les 2 tasses de lait dans un chaudron qui commence à chauffer déjà, tranquillement, pas vite. Puis on va ajouter la fécule de maïs. Puis Marie-Pierre, tu vas mélanger la fécule de maïs au lait, s'il te plaît, avec le fouet. Mais Madame Caroline, Oui. Là, ils font vraiment du pudding au riz. Bien, le pudding au riz, là, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il en mangeait un peu partout dans le monde parce que c'est un dessert qui est vraiment pas cher, qui est accessible. Puis du riz, bien, ils en mangent énormément au Guatemala. Donc, autant au déjeuner qu'au souper, ils vont en manger. Donc, faire un dessert avec ça, c'était comme logique qu'ils en fassent ça. Donc, une fois que la fécule de maïs est bien mélangée au riz, on ajoute tous les autres ingrédients. Donc, on ajoute une demi-cuillerée à soupe de vanille, le sucre. Peux-tu mélanger le sucre, s'il te plaît?
Merci. Puis ensuite, on va ajouter le riz. Terminé. Donc là, maintenant, c'est le bout un peu plat de la recette, là, où on va attendre que tout ça bouille. Puis une fois que ça va bouillir, bien, je vais baisser le rond pour laisser frémir doucement pendant 5 à 10 minutes, le temps que le liquide soit majoritairement absorbé. Donc après 10 minutes de bouillonnement, là, ça ressemble un peu à ça ici. Puis c'est la texture qu'on recherche, donc une belle texture crémeuse d'un beau pudding au riz. Maintenant, on va préparer le service. Puis on va ajouter les mangues fraîches sur le dessus. Tout ajouté au complet. Et c'est prêt à manger. On invite nos collaborateurs à venir goûter. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Toi, Antoine, comment t'as trouvé ça? Ben, c'est vraiment bon, c'est un bon dessert, puis la mangue à travers ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ben, j'ai trouvé ça très bon. C'était pas trop sucré pour un dessert, fait que ça se fait bien. Quand même prête, là, parce que ça paraît pas, là, mais c'est vraiment bon, puis je pourrais en manger pendant longtemps. Maxime? Moi, j'ai trouvé ça très bon. C'était pudding au riz. J'en avais déjà goûté, mais pas avec de la mangue. Ça donne un petit goût amusant. Moi, je trouve que c'est une recette super bonne et qui est facile à faire. Donc, merci, Mme Caroline, de nous avoir montré ça. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir reçu à votre émission. Saviez-vous que la monnaie nationale est le quetzal? 1 dollar américain vaut un peu plus que 7,5 quetzal. Vous aimeriez faire un don pour la cause? Voici les étapes à suivre. Vous pouvez envoyer un chèque au nom de l'École secondaire des Grandes Marées à l'attention de Sudène en tête. Vous pouvez être sûr et certain que l'argent va aller directement à l'organisme. De plus, une lettre vous sera envoyée à la maison afin d'assurer un suivi. Donnez généreusement! C'est ce qui termine notre courte saison d'Espoir Guatemala. Vous pouvez revisionner les épisodes sur Internet via Facebook ou YouTube. On vous invite à continuer de donner généreusement. Et, au nom de toute l'équipe de Citoyenneté Responsable, on vous remercie de nous avoir appuyés tout au long de ce projet. Merci et à la prochaine. On poursuit avec notre... On poursuit avec... Dan Lehou qui nous parle de ses voyages. Nous ferons... Non, nous... Ah, je le dis tout le temps, c'est pas nous, c'est notre... Notre chroniqueur nous présente son reportage. T'as même pas terminé. C'est que son reportage sur le Guatemala. Bienvenue au troisième et dernier épisode d'Exploit. Et nous rencontrons deux étudiantes du programme. Non. C'est quoi? Au nom de Citoyenneté Responsable, nous vous remercions de nous avoir sur Facebook ou YouTube. On vous continue. Vous pouvez continuer à donner généreuse. Au nom de toute l'équipe de Citoyenneté Responsable, on vous remercie de nous avoir appuyés tout au long de ce projet. À la prochaine! Pourquoi tu allais dire ça? Merci, à la prochaine, on se retrouve ensemble. Fallait que je le dise. On va dire, genre oui.